Imaginez une intelligence artificielle capable d'apprendre à reconnaître un chat, mais sans que personne ne lui ait jamais dit « ceci est un chat ». Une IA qui, en quelque sorte, apprendrait le monde un peu comme le fait un enfant, simplement en observant. C'est la promesse incroyable de l'apprentissage auto-supervisé. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Mais pour bien saisir à quel point cette idée est révolutionnaire, il faut d'abord se poser une question. Pendant des décennies, quel a été le plus grand obstacle pour l'IA? Qu'est-ce qui l'a freiné, qui l'empêchait d'avancer aussi vite qu'on l'aurait voulu? Eh bien la réponse, elle est presque décevante de simplicité. C'est sa faim insatiable de données étiquetées. Pour apprendre, une IA classique avait besoin qu'on lui mâche le travail, qu'on lui montre des millions d'exemples en lui disant « ça, c'est un chien, ça, c'est une voiture, ça, c'est un panneau stop ». Et ce processus d'étiquetage est un vrai goulot d'étranglement. D'abord, ça coûte cher parce qu'il faut des humains, souvent des experts, pour le faire. Ensuite, ça prend un temps fou. Pensez juste au temps qu'il faudrait à des radiologues pour annoter des milliers et des milliers d'images médicales. Et surtout, ça confine l'IA au seul domaine où l'on a la chance d'avoir ces montagnes de données déjà prêtes. Alors voici notre feuille de route pour comprendre comment on a commencé à contourner ce problème. On va d'abord parler de cette dépendance aux données, puis de l'idée d'apprendre sans professeur. On verra le mécanisme des jeux que l'IA se crée, ses applications bien réelles et enfin les défis qu'il reste à surmonter. On arrive donc au cœur du sujet, à cette idée brillante qui change la donne. Et si au fond, une IA pouvait apprendre toute seule, en piochant dans l'océan infini de données brutes, non étiquetées, qui se trouvent sur Internet, simplement en observant, un peu comme nous l'avons tous fait quand nous étions enfants? Pour faire simple, l'apprentissage autosupervisé, c'est un peu comme essayer de résoudre un puzzle sans jamais avoir vu l'image sur la boîte. On n'a pas la solution finale, mais on peut deviner les relations entre les pièces. Ce bord-là, il a l'air d'aller avec celui-ci, cette couleur, elle continue par là. Le modèle apprend la structure interne du monde, pièce, par lui-même. Bon, la définition formelle, la voilà. C'est un type d'apprentissage où le modèle va créer ses propres étiquettes. On les appelle des pseudo-labels, directement à partir des données brutes. En gros, il n'a besoin de personne pour lui dire quoi regarder, il se supervise lui-même. C'est de là que vient le nom. Cet exemple est parfait pour illustrer le principe de co-occurrence. Le modèle remarque que l'image d'une vache apparaît très souvent en même temps que le son « me ». Cette simple association entre une image et un son devient son propre signal d'apprentissage, sa propre supervision. C'est un peu comme un bébé qui, à force, associe la voix de sa mère à son visage sans que personne n'ait le besoin de lui dire « tu vois, cette voix correspond à cette personne ». D'accord, mais alors comment ça marche en pratique? Comment est-ce que le modèle s'y prend pour se créer ses propres exercices? Le secret, il tient en deux mots. La tâche prétexte. C'est un jeu, un défi, que le modèle va devoir résoudre en n'utilisant que les données qu'on lui donne. L'important, ce n'est pas de gagner le jeu, mais ce que le modèle est obligé d'apprendre sur le monde pour pouvoir y jouer. Le jeu n'est qu'un prétexte. Tout le processus se fait en deux temps. D'abord, le pré-entraînement. Là, sur des milliards de textes ou d'images, le modèle joue à son jeu prétexte encore et encore. En faisant ça, il développe une compréhension très fine des données, ce qu'on appelle une représentation. Et ensuite seulement vient le fine-tuning. Ce modèle, qui est devenu intelligent, on va l'adapter pour une tâche précise, comme la détection d'objets, avec juste une toute petite poignée de données étiquetées. Le plus gros du travail est déjà fait. Tenez, un exemple de jeu tout simple, la colorisation. On prend une image, on la passe en noir et blanc, et on demande au modèle de deviner les couleurs d'origine. Pour y arriver, il ne peut pas se contenter de barbouiller au hasard. Non, il est obligé de comprendre que l'herbe est généralement verte, que le ciel est souvent bleu. Il apprend des concepts sur le monde juste pour résoudre ce petit jeu. Et des jeux comme ça, les chercheurs en ont imaginé plein. Il y a le jeu du puzzle, où il faut remettre dans le bon ordre les morceaux d'une image, celui de la rotation, où il faut deviner si une image est à l'endroit ou à l'envers, ou encore le masquage, qui est très utilisé. On cache un mot dans une phrase ou un bout d'image, et on demande à l'IA de deviner ce qui manque. En gros, il y a deux grandes familles de méthodes aujourd'hui. D'un côté, on a l'apprentissage contrastif. Lui, il apprend par comparaison. Il apprend que deux versions un peu différentes de la même image de chat sont similaires et que l'image d'un chien est, elle, différente. De l'autre côté, on a l'apprentissage génératif. Lui, il apprend en reconstruisant. On lui montre une image avec une partie effacée et son but est de la redessiner, de la reconstruire. Mais tout ça, ce n'est pas juste de la recherche fondamentale. L'impact dans le monde réel est déjà absolument colossal. On retrouve cette approche partout. En vision par ordinateur, bien sûr, pour la détection d'objets. En traitement du langage, c'est le moteur qui fait tourner les grands modèles de langue comme les fameux GPT. Ça révolutionne l'imagerie médicale, l'analyse de vidéos ou même l'analyse d'images satellites. Bref, tous ces domaines où les données étiquetées sont une ressource rare et précieuse. Bien sûr, le tableau n'est pas tout rose. La recherche fait encore face à des défis importants.
Le premier, c'est le coût en calcul. Pré-entraîner ces modèles demande une puissance de calcul absolument gigantesque. Ensuite, la qualité de ce que le modèle apprend dépend énormément du jeu qu'on lui a donné. Et pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle pour choisir le bon jeu. Il y a aussi le risque des biais. En apprenant sur les données brutes d'Internet, le modèle peut aussi apprendre et même amplifier nos préjugés. Et enfin, d'un point de vue purement théorique, on ne sait pas encore tout à fait expliquer pourquoi ça marche aussi bien. D'ailleurs, cette citation tirée d'un papier de recherche résume très bien l'un des plus grands défis. Comment est-ce qu'on pourrait concevoir automatiquement la tâche playtexte parfaite pour une application bien précise? Celui qui trouvera la réponse à ça aura trouvé une sorte de saint graal du domaine. Tout ça nous ramène finalement à notre point de départ. L'apprentissage auto-supervisé nous rapproche de cette IA qui apprend comme un enfant. Mais la vraie question demeure, est-ce qu'une IA pourra un jour développer sa propre curiosité, s'inventer elle-même ses propres jeux pour comprendre le monde sans qu'on lui donne le moindre indice? La question reste ouverte et la réponse façonnera sans aucun doute le futur de l'intelligence artificielle.